bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Découverte de cache d'armes à Bouaké, Kamaraté Souleymane dit Soul a été interpellé avec mandat de dépôt ce lundi. Dans ce journal, vous entendrez la déclaration du procureur Ado Richard. C'est parti pour la campagne de lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose a été lancé aujourd'hui à l'hôtel Tiama au Plateau. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. L'Inde veut conquérir le marché ivoirien. Des investisseurs indiens sont à Abidjan. Au cours d'une rencontre avec le gouvernement à la Chambre de commerce, ils ont pris connaissance des opportunités d'affaires dans le pays. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. On s'intéresse tout d'abord à l'affaire relative à la cache d'armes à Bouaké. Kamaraté Souleymane dit Soul a été interpellé aujourd'hui avec mandat de dépôt. On écoute à ce sujet le procureur Ado Richard. Communiqué du procureur de la République. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2017, des armes de guerre neuves dissimulées ont été découvertes dans une villa sise au quartier Beaufort dans la ville de Bouaké. Les enquêtes immédiatement ouvertes ont permis d'établir que la villa abritant cette cache d'armes est la propriété de M. Kone Kamaraté Souleymane, responsable du protocole du président de l'Assemblée nationale. Des experts en armement commis à l'effet d'évaluer ces armes et d'en déterminer l'origine ont conclu que cette cache d'armes contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, notamment des lance-roquettes, RPG-7, mitrailleuses lourdes 12.7, fusils d'assaut AK-47, bombes mortiers, etc. La présence d'une telle quantité d'armes de guerre est surprenante, d'autant plus que les autorités civiles et militaires avaient enjoint en 2012, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR, toute personne détentrice d'armes de guerre de les déposer à l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants des ADDR. En outre, une décision du Conseil national de sécurité en date du 2 octobre 2013 avait expressément exigé que toute arme détenue de manière illégale soit mise à la disposition de l'état-major général des armées. Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l'existence de ces armes dans la villa de M. Kone Kamaraté Souleymane et invitées à aller se servir. Ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre illégales et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Kone Kamaraté Souleymane, ont été entendues. Au regard de la gravité de ces faits de détention, d'entreposage, de cession d'armes de guerre et de munitions de la première catégorie, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État, faits prévus et punis par les articles 3 et 5 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes et substances explosives et l'article 159 du Code pénal, M. Kone Kamaraté Souleymane a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée.
fait à Abidjan le 9 octobre 2017. Autre chose à présent, Octobre Rose a officiellement démarré. La campagne de lutte contre le cancer du sein est désormais en cours. La cérémonie de lancement tenue à l'hôtel Tiama au Plateau était présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une cérémonie de lancement doublée de la signature d'un protocole d'accord. Jérôme Kofi Aboulé. Tous unis contre le cancer du sein. C'est autour de cette assertion que se tient ce lundi 9 octobre 2017 la cérémonie de lancement officielle de ce qu'il convient d'appeler Octobre Rose. Il s'agit d'une mobilisation collective pour faire face à cette maladie qui, comme le cancer de la prostate chez les hommes, touche généralement les femmes. En général, la démarche en santé publique s'articule autour de 3 éléments essentiels qui sont la sensibilisation, la prise en charge, les activités promotionnelles telles que la communication pour le changement de comportement. C'est donc sur cette base que le ministère de la Santé a bâti l'ensemble de ses stratégies de lutte contre la maladie, en général, contenues dans un concept dont vous en avez sûrement entendu parler, « Ma santé, ma vie ». Ceci se ressent encore plus dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Il s'agit tout simplement de mettre en avant la prévention et la mobilisation collective pour l'atteinte des objectifs et l'obtention des résultats. Le cancer du sein n'est pas une fatalité, mais à la seule condition de s'y prendre tôt. Témoignage d'une dame de surcroît agente de santé, elle-même victime de ce fléau. J'ai accepté ma maladie et j'en suis guérie. Et c'est suite à ça que moi j'ai décidé que, en tant qu'agent de santé, j'irai partout, inciter mes sœurs à se faire dépister le plus tôt possible. Car toute affection du sein n'aboutit pas forcément vers un cancer. Quand on s'y prend tôt, on en guérit et ça se soigne chez nous ici. L'État de Côte d'Ivoire, de son côté, ne cesse de multiplier les actions pour l'amélioration de la santé des populations. La réalisation d'un deuxième centre anti-cancéreux est prévue dans les tout prochains jours, mais cela n'exclut pas les changements de comportement visant surtout à la sensibilisation et à la prévention. Le gouvernement ivoirien fait des efforts considérables pour la prise en charge de cette maladie. Mais une grande partie de notre destin se trouve entre nos mains. Nous devons, par nos attitudes, réduire les risques d'arriver à des situations où le mal a atteint un stade irréversible. En effet, si une femme sur 8 ou 10 dans le monde risque d'en avoir, il est prouvé que 90% des cancers du sein peuvent se guérir si ces cancers sont dépistés tôt. Alors, mes chères sœurs, ayons les attitudes de comportement qui sauvent la vie. Cette cérémonie de lancement de Octobre Rose a également été marquée par la signature d'un protocole d'accord pour la prise en charge des traitements de cancer, notamment celui du sein, entre l'État de Côte d'Ivoire et les laboratoires Hoffmann La Roche. Pour ce partenaire Roche, c'est la confirmation d'une belle collaboration entre les deux parties. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, en tant que président de cette double cérémonie, a salué cette collaboration qui vise, selon lui, la gratuité totale de 4 traitements. Nonobstant la baisse importante déjà consentie par le gouvernement, la part de 10% à prendre en charge reste encore trop élevée pour les patients. C'est la raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire, toujours en partenariat avec les laboratoires La Roche, a décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapeutiques innovantes en prenant en charge les 10% qui étaient à la charge des patients. Cela effectivement porte la contribution de l'État de 30 à 40% pour le cancer du sein et de 25 à 35% pour les hépatites virales. C'est le sens et l'objet de l'avenant au protocole La Roche ACES cancer du sein, de l'avenant au protocole Roche hépatite virale et au nouveau protocole ACES oncologie qui viennent donc d'être signés ce jour. Autrement dit, l'État va désormais assurer la gratuité totale pour 4 traitements. C'est le lieu, une fois de plus, de lancer un appel solennel à toutes et à tous, et plus particulièrement aux femmes, pour qu'elles se fassent dépister au plus tôt. La campagne Octobre Rose existe depuis plusieurs années. Pour être précis, c'est en 1985 qu'elle a vu le jour.
Direction la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu ce lundi une séance de travail avec une délégation d'opérateurs économiques indiens. Ils interviennent dans les secteurs des transports, de la santé, de l'industrie et des technologies. Ces hommes d'affaires disent être intéressés par les opportunités d'affaires dans le pays. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde sont passés de 285 milliards en 2015 à 513 milliards de nos francs. Ces hommes d'affaires indiens qui entendent conquérir le marché ivoirien, ce lundi à la Chambre de commerce, ils ont pu connaître les opportunités d'affaires dans le pays. C'était au cours d'une rencontre avec le gouvernement ivoirien. Sidonie Davila. Échange d'opportunités et d'affaires entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ont convenu les deux États pour la densification de leur partenariat déjà au beau fixe. C'est le sens de cette mission économique d'hommes d'affaires indiens en Côte d'Ivoire. Pour consolider ces échanges fructueux, l'Inde engagée à soutenir les actions de développement du pays a exprimé son désir d'explorer de nouveaux domaines de coopération gagnant-gagnant. Le secteur principal serait celui de la transformation des produits agricoles. Et cela va dans le même ordre que le plan du gouvernement de la Côte d'Ivoire de transformer les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. La main tendue des opérateurs économiques et des investisseurs indiens est saisie par le gouvernement. À travers les différents secteurs, les ministères ont à cet effet exposé sur différents projets. Surtout au niveau des logiciels, au niveau des applications, au niveau du contenu audiovisuel ou numérique, nous pensons qu'il y a des possibilités. Nous avons indiqué que grâce au programme national d'investissement agricole, nous avons accru la production nationale, sauf que pour le moment, nous attendons qu'il y ait une transformation sur place. Il y a beaucoup d'autres sous-secteurs de l'agro-industrie, le palmier à huile, les VA, le cacao en particulier. Bon, le cacao également, nous avons longuement parlé de ce secteur puisque nous avons aujourd'hui près de 35% de capacité de transformation. Nous voulons atteindre 50%. Le gouvernement ivoirien, satisfait des engagements pris par les Indiens, veut tirer profit de cette mission économique de 3 jours. Un séjour qui fait suite à l'invitation adressée aux investisseurs indiens par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au cours de sa visite en Inde. C'était en marge des 52e assemblées annuelles de la BAD, tenue en mai 2017. La Poste est célébrée ce 9 octobre dans le monde. À cette occasion, le directeur général de la Poste ivoirienne s'est adressé à la presse dans les locaux de l'École multinationale supérieure des postes. Il s'est attelé à repositionner la Poste et à présenter ses nouvelles offres aux populations. Astoutouri. Cette parade d'engins est le signe d'un nouveau départ pour la Poste du Côte d'Ivoire. Un repositionnement sous le signe de l'intégration, de l'innovation et de l'inclusion. Il s'agit pour le directeur général de la Poste de présenter le rôle et la place de cette institution dans sa nouvelle vision. Le nouveau visage de la Poste, c'est qu'elle est au travail. Notre premier rôle, c'est d'être le lien social entre le gouvernement et la population. Innovation, je pourrais citer le e-commerce parce que vous savez que le e-commerce est le sujet d'actualité, mais bien évidemment, c'est de s'embarquer dans cette innovation en permettant que le fait de faire le marché en ligne, de payer en ligne et de regarder des choses en ligne permettra de réveiller l'activité d'acheminement des colis et paquets. Donc nous sommes le logisticien des acteurs de e-commerce pour livrer tout ce qui est colis et paquets achetés sur le web. Tous les 9 octobre est célébrée la journée mondiale de la Poste. En plus d'Abidjan, cette journée sera aussi commémorée dans toutes les directions régionales du territoire national. Également, un concours de composition épistolaire sera organisé pour rapprocher les jeunes de la Poste. Ces meilleures compositions épistolaires recevront des prix allant de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA parce que c'est notre contribution aussi à remettre la jeunesse dans le dispositif postal, mais surtout à encourager nos jeunes à plutôt écrire correctement, mais à avoir des compositions. Rappelons que le 9 octobre marque aussi le jour anniversaire de la création de l'Union postale universelle, UPU. La Poste existe en Côte d'Ivoire depuis 1892. Avant de poursuivre, sachez que le prix Nobel d'économie a été attribué à l'Américain Richard Thaler. Il est spécialiste de la finance comportementale. Un mot d'enseignement supérieur, les cours ont débuté dans les universités et grandes écoles privées. Pour cette année académique 2017-2018,
Le ministère envisage une rentrée unique dans le public et le privé. Le directeur de l'enseignement supérieur a dévoilé le calendrier officiel. Marcel Alla, Serge Coléa. Après les élèves du primaire et du secondaire, c'est au tour des étudiants de reprendre le chemin des amphithéâtres et salles de classe. Une rentrée unique dans les universités publiques et grandes écoles privées, ainsi en a décidé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'année académique 2017-2018 commence ce lundi 9 octobre 2017 et prend fin le vendredi 29 juin 2018. L'objectif affiché du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de marquer sa ferme volonté de normaliser l'année académique. Et cela passe par une rentrée unique et à bonne date. Par ailleurs, les résultats des préinscriptions des bacheliers seront connus cette semaine. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'administration est en réunion au moment de notre passage, justement pour régler les derniers détails relatifs à cette rentrée. Les étudiants, quant à eux, n'avaient pas encore l'information. À l'université méthodiste, c'est le mardi 10 octobre, soit 24 heures après la date officielle que les étudiants sont attendus. Pour le directeur général de l'enseignement supérieur, la date de cette rentrée unique a été prise de concert avec tous les acteurs pour offrir aux étudiants de Côte d'Ivoire une rentrée académique normale. Place à présent à l'enseignement préscolaire. Le Centre de protection de la petite enfance a effectué aujourd'hui sa première rentrée scolaire. Il accueille cette année 400 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a offert à cette occasion plus de 400 kits à ses petits apprenants. Frédéric Oulaye, à Boussanougou. Il est 7 heures ce lundi matin à Cocody. Vianney et Livia, respectivement âgés de 2 et 3 ans, sont accompagnés au centre de protection de la petite enfance par Brice, leur père, pour le premier jour de classe. C'est une école de bonne qualité. Les enfants y apprennent les rudiments de l'éducation et ça les prépare aux primaires dans de bonnes conditions. Avec une capacité d'accueil de 200 places, le seul établissement préscolaire public a procédé à sa première rentrée solennelle depuis sa création en 1978. Ce centre a pour mission de favoriser le développement des enfants. Plus de 400 enfants sont inscrits dans le niveau suivant, de la crèche en passant par la petite section, moyenne section et la grande section. Nous sommes en train d'agrandir l'école pour recruter au moins 400 enfants pour libérer les parents. Nous avons 3 médecins, nous avons des éducateurs formés pour ça et les parents n'ont aucun souci quand ils laissent leurs enfants ici. Je répète, 3 mois à 5 ans. Plusieurs kits ont été distribués pour ce premier jour de rentrée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a salué le travail d'éveil des consciences des encadreurs dans la vie de ces tout-petits. Je suis venu ce matin participer à cette rentrée solennelle, les encourager dans ce qu'elles font et puis bien sûr embrasser tous ces bouts de chou. Ce travail est fait par des personnes de qualité qui en ont reçu la formation et qui les encadrent avec beaucoup de professionnalisme et j'allais dire aussi beaucoup d'amour. Cela nous réjouit et nous sommes venus les encourager à continuer dans ce sens. Des salles de la crèche jusqu'à la grande section, le ministre les a passés au peigne fin pour communier avec les préscolaires à travers une visite guidée. On aborde maintenant la question de l'autonomisation des jeunes. 7 jeunes porteurs de projets pourront bientôt créer des activités génératrices de revenus. Ils bénéficient de financement dans le cadre du projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique appelle les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds. Grâce Kandou. Jean-Luc a bénéficié l'année dernière d'un financement d'1 500 000 francs CFA pour accroître ses activités dans le domaine de la confection des pagnes baouli. Comme lui, plusieurs jeunes ont aussi bénéficié d'appui dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat. À l'issue des travaux du comité international de sélection tenu à Mahé aux Seychelles, 7 projets sur 10 ont été retenus pour l'année 2017. Montant 13 150 000 francs CFA. Ces projets, tous individuels,
couvre 3 domaines que sont le commerce pour 2 projets, les services pour 3 projets et l'artisanat pour 2 projets. Chers amis jeunes, bénéficiaires de ces fonds, vous avez une obligation de résultat, car vous êtes entièrement responsable de la gestion de vos projets. Saisissez cette opportunité afin de prendre la place qui est la vôtre dans vos communautés respectives. Les bénéficiaires, dont l'âge varie entre 27 et 34 ans, s'en réjouissent. Mon projet, c'est celui de la vente et de la location des vêtements de cérémonie et des pagnes. C'est une grande joie pour moi parce que ça va me permettre d'employer aussi d'autres personnes et voler aussi de mes propres ailes. Nous venons de bénéficier d'un fonds d'une valeur de 1 500 000 francs. Et nous comptons l'utiliser à bon escient pour permettre à chacun de nous et à nos frères et sœurs de pouvoir en bénéficier. Ce financement pour l'autonomisation des jeunes s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les États membres de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. Je vous invite à suivre à présent Mamadou Touré, teinturier tisserand dans la commune de Grand Bassam. Avec lui, nous verrons comment fixer les couleurs sur des supports textiles faits à la main sans que la couleur ne déteigne. Un procédé pour rendre plus compétitifs les produits des artisans tisserands ivoiriens qui ont désormais la possibilité d'accéder au marché américain. Cheikh Koni. Mamadou Touré est teinturier tisserand dans la commune de Grand Bassam. Cette activité, il la mène depuis 30 ans. L'un de ses secrets, sa parfaite maîtrise de la fixation des couleurs sur les supports textiles. Le modèle a été sculpté sur un bois et je le mets dans la cire et je le pose dessus. L'empreinte reste automatiquement sur le tissu. Donc après ça, je vais faire le bain de teinture. Lorsqu'on le trempe et on le fait, quand on met dans l'eau, la couleur s'en va. Ce n'est pas tous les tisserands qui maîtrisent. Soit ils utilisent soit des plantes et d'autres même des produits, mais ils n'arrivent pas à fixer. Donc quand on lave, la couleur part. Contrairement à plusieurs artisans tisserands, Mamadou a bénéficié d'une série de formations pour maîtriser cette technique déterminante dans l'activité de teinturier. On a des pigments qu'on prend pour fixer la couleur. On a l'hydro, la soude caustique, qu'on fait le ménage avec le pigment et pour fixer la couleur. Mais il y a d'autres méthodes, il y a le professionnel qui en a besoin d'eux pour que les gens nous forment pour améliorer nos conditions de travail. C'est pour rendre plus compétitifs ces acteurs du textile sur le marché américain. Dans le cadre de l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, que l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, et l'USAID ont co-organisé à Grand Bassam une formation pratique sur les nouvelles techniques de fixation des couleurs. Pour les artisans tisserands, cette formation vient remettre à jour leur niveau de connaissance. Le moment est venu pour la Côte d'Ivoire, le textile ivoirien, d'attaquer le marché américain qui est très exigeant sur les couleurs quand même. Donc aujourd'hui, cette formation va nous permettre de vraiment améliorer la qualité de nos colorations pour ceux qui ne le sont pas encore. L'important de la formation aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir, on va dire, adresser le problème à la base, à savoir de permettre aux tisserands et aux travailleurs du textile de pouvoir maîtriser toutes les procédures et les techniques nécessaires qui permettront d'avoir un produit de qualité fini et qui pourra répondre aux normes internationales. La Côte d'Ivoire veut mettre en place une véritable industrie du textile à destination des États-Unis. Les opérateurs économiques de la filière textile doivent donc être mieux outillés pour connaître et exploiter les opportunités d'affaires sur le marché américain. Parlons salubrité. Dans le cadre de l'opération Grand Ménage, une équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable était aujourd'hui sur le boulevard Nangui-Abourgoua à Djamé. L'axe mairie ex-cinéma est fermé pour l'heure à la circulation et au commerce. On met le cap sur la ville de Yamoussoukro, confrontée à un problème d'assainissement et d'insalubrité. Dans l'attente des travaux, le district autonome a lancé une opération de démoustication et de désinfection. Elle prend en compte Atiéguakro et Kossou. Eugène Atoubi. Yamoussoukro, en attendant une solution définitive et intégrée à son problème de salubrité et d'assainissement, veut s'attaquer aux maladies qui en constituent les effets sur les populations. Ce sont notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et la dengue. Le district autonome de Yamoussoukro lance une opération de démoustication et de désinsectisation
en réponse aux griefs des populations. Quartier comme Djoulabougou comme ça, on peut mettre 3 poubelles ou bien 4 poubelles, ça ne suffit pas. Les ordures là même on verse, aussi même ça a été encore. Donc ça rend aussi les quartiers aussi salés. On ne peut même pas faire 5 km sans voir des ordures. Tout ça là, ça ne reflète pas une bonne image de la ville. La population verse de l'eau dans les caniveaux, ça bouche les caniveaux, après viennent sur la route. Donc vraiment, c'est pas bien. L'opération de démoustication et de désinsectisation concerne tous les quartiers et villages de Yamoussoukro, mais aussi ceux d'Atiéguakro et Kossou. Le district autonome de Yamoussoukro, qui a programmé cette action au titre du budget 2017, indique et rassure les populations que les produits utilisés pour l'opération sont de qualité et non nuisibles pour la santé. Aujourd'hui, le constat amer qu'on fait, c'est que la population rejette anarchiquement les eaux usées dans les caniveaux qui sont élevés pour les eaux pluviales. C'est vrai, mais aussi, il nous revient le droit de les sensibiliser, de les éduquer, de sorte quand même à changer de comportement. La portée, c'est de permettre à la population du district d'améliorer leur cas de vie. Pendant un mois, durée de cette opération, les populations de Yamoussoukro, de Kossou et d'Atiéguakro souffriront moins de la présence envahissante des moustiques et des insectes. Reste à elles maintenant de ne pas favoriser leur retour en respectant scrupuleusement les conseils et prescriptions des services d'hygiène, de salubrité et d'assainissement. En agriculture, 9 régions du pays vont abriter des agropoles. C'est ce qui ressort des recommandations de l'atelier de finalisation du PENIA 2. Les stratégies de mise en œuvre sont en cours de validation. Noël Niagnou. Avec la fin de cet atelier de finalisation du PENIA 2, au revoir au Programme national d'investissement agricole de première génération. Il aura permis, sur 4 ans, de défricher le terrain agricole ivoirien dans toutes ses composantes. Voici venue maintenant l'heure du labour avec le PENIA 2, Programme national d'investissement agricole de la deuxième génération, et cela sur 8 ans. Sa composante spécifique, les agropoles. Les agropoles sont des zones que nous avons délimitées, qui sont des zones homogènes en termes de similarité de production, en termes de similarité des sols, en termes de similarité des façons de faire des acteurs qui sont sur le terrain. Ces agropoles sont au nombre de 9. Et dans ces agropoles, nous allons mettre en œuvre des programmes agricoles de façon intégrée, depuis la semence jusqu'à la commercialisation. Voilà l'instrument de souveraineté qui va redonner espoir au monde rural et faire de l'agriculture la véritable locomotive du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il a fallu 3 jours pour donner forme à cette innovation, à travers échanges, discussions en commission, puis en plénière. Les participants à cet atelier, plus de 200, issus des secteurs publics, privés et des organisations agricoles, se sont séparés avec la certitude qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le monde rural. Le PENIA 2 prend en compte le problème des femmes et les problèmes des jeunes. Et vous savez que nous avons des difficultés pour l'accès à la terre, qui est vraiment un problème pour les femmes. Et aussi, il faut rendre ce métier plus attractif parce que les jeunes aujourd'hui ont vraiment un besoin d'appui. Comment intéresser les jeunes à l'agriculture? Parce qu'on a l'impression qu'on va à l'agriculture quand on n'a plus rien d'autre à faire. C'est faux. L'agriculture, c'est un métier. Donc il faut amener les jeunes à s'y intéresser. Il faut lever tous les obstacles, n'est-ce pas, qui freinent un peu le développement de l'agriculture. Bientôt, on aura les informations à tous les niveaux. Parce que le problème réel de nous, les producteurs, comment trouver les sources de financement, surtout en café cacao. Nous n'avons même pas l'information. Et dans la conclusion, il a été dit que les informations doivent être largement diffusées afin que nous sachions où aller. Prochain rendez-vous, la validation des stratégies de mise en œuvre. Et ce sera le début du commencement du PENIA 2. 2 morts, de nombreux blessés et plus de 5000 déplacés. C'est le bilan d'un conflit foncier qui oppose des allochtones baoulés installés dans la forêt classée de Gouindébé et des autochtones Oué dans le département de Guiglo. Des médiations sont menées pour ramener le calme. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ainsi que des députés ont offert des vivres et des non-vivres aux déplacés. F. Bouy.
Depuis l'éclatement du conflit communautaire de la forêt classée du Gouendébé en mi-septembre, le bilan à ces jours, selon les autorités, fait état de 2 morts, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et des déplacés estimés à près de 5500 personnes. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des déplacés, des blessés et des familles des défunts. Des cadres, des élus et le gouvernement leur portent assistance. Des médicaments, des vivres, des non-vivres et des numéraires sont offerts. Comme tous les Ivoiriens, nous avons constaté qu'il y a une situation de conflit. Et nous, membres du groupe parlementaire Nouvelle Vision, mais en plus, en tant qu'élus de la nation, donc députés de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes sentis concernés parce que tout ce qui concerne les populations en Côte d'Ivoire nous concerne. Il était pour nous un devoir de faire face à cette urgence-là pour venir un tant soit peu aider et soulager. Le gouvernement, dans sa mission d'assistance aux populations, a apporté ses appuis en vivre et en non-vivre aux populations déplacées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans la région, donc le gouvernement ne fait qu'appuyer ces initiatives. Pour une résolution pacifique du conflit, beaucoup d'initiatives sont menées. Le corps préfectoral est au four et au moulin depuis le déclenchement de cette crise. Des émissaires du gouvernement multiplient les rencontres avec les communautés protagonistes. La chefferie traditionnelle aussi mène des médiations. Des élus et des cadres de toute obédience politique ont sillonné les 4 départements de la région du Cavali à travers des missions éclatées. Tous lancent un appel à l'apaisement. Nous avons parcouru effectivement tout le département de Taï, de Zagné jusqu'au dernier village. Et la population aujourd'hui a compris le message. Mais surtout, nous avons écouté la population. Nous sommes des frères, que tu sois à Caen, que tu sois ouais, que tu sois ceci ou cela, nous sommes des frères. Ce qui c'est faut pouvoir trouver une conclusion de paix durable à ce conflit-là. On est ici depuis longtemps. Il n'y a pas parlé entre nous. Ce qui s'est venu là, c'est un mauvais vent qui est arrivé. Mais le moment, ça a passé. Donc moi, j'aimerais qu'ensemble, nos tuteurs, ouais, c'est nos pères. En tout cas, on vous demande tous pardon. Les Baoulés aussi, il n'a qu'à se pardonner. Ce qui est arrivé, il n'a qu'à oublier tout. Pour qu'on doit avancer. On demande à tout le monde de revenir à la paix. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux-mêmes et pour toute la région, soit au plan économique et même au plan social. Ils vivaient depuis longtemps la cohésion. Il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Il n'y a pas de raison qu'on connaisse encore de morts dans la région. Il faut résolument aller à la paix. Cette région n'a pas besoin de cette énième crise. Il faut aller à la paix pour sauver l'école, car elle est fermée pour 3639 élèves et 48 enseignants. Cette édition est à son terme. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.